Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Karim et c'est le 9e épisode de notre plongée dans la carrière de Prince Rogers Nelson. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un projet vraiment à part, la bande originale du film Batman de 1989. Un album qui, vous allez voir, a complètement divisé les critiques, mais qui a conquis le monde. Alors, au programme aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce projet fascinant. D'abord, on verra le contexte, pourquoi Prince avait besoin de ce retour, ensuite comment l'appel de Gotham s'est présenté. On parlera de la création, faite un peu dans l'urgence, on analysera les chansons une par une pour comprendre pourquoi les critiques l'ont trouvé décevant, et pourtant comment il est devenu un triomphe commercial. Allez, c'est parti. Pour bien saisir l'enjeu de l'album Batman, il faut vraiment qu'on se téléporte à la fin des années 80. À ce moment-là, Prince est toujours une superstar, bien sûr, mais sa carrière a besoin d'un nouveau souffle, d'un véritable coup d'éclat. Il faut se souvenir que la fin des années 80, c'est une période de grands changements dans la pop. Après le redémarré de Purple Rain, les albums qui ont suivi, même s'ils étaient géniaux, n'ont pas eu le même impact commercial. Prince avait donc besoin d'un projet, disons, infaillible. Un moyen sûr de se reconnecter avec le très grand public et de dominer à nouveau les charts. Et cette occasion en or, eh bien, elle ne va pas tarder à arriver. Et elle va venir des rues sombres et stylisées de Gotham City. Le Batman de Tim Burton, ce n'était pas juste une adaptation de comics. C'était l'événement culturel de l'année, attendu dans le monde entier. S'associer à un tel projet, c'était un coup de génie stratégique. Ça garantissait à Prince une visibilité planétaire et en retour au premier plan absolument fracassant. Mais voilà, un projet d'une telle ampleur, avec des délais de production hollywoodiens, est-ce que ça laisse la place à une vraie liberté artistique ? En réalité, le processus de création de cet album a été tout sauf un long fleuve tranquille. En fait, la création a été dictée par 3 choses. D'abord, des délais hyper serrés. C'était une vraie course contre la montre. Ensuite, pour aller plus vite, Prince a beaucoup recyclé. Il a pioché dans ses archives, dans des chansons pas encore sorties. Et enfin, beaucoup de nouvelles compositions étaient basées sur des boucles de boîte à rythme assez simples. Efficaces, mais pas forcément très inspirées. Et l'exemple le plus parlant de cette méthode, c'est la chanson Vicky Waiting. À l'origine, c'était un morceau très personnel qui s'appelait Anna Waiting, écrit pour sa petite amie de l'époque. Pour les besoins du film, Prince a juste changé le prénom pour que ça colle au personnage de Vicky Vale. C'est l'efficacité avant l'inspiration pure. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que les 2 titres les plus acclamés de l'album, The Future et Electric Chair, avaient été composés bien avant que Prince ne soit contacté pour Batman. The Future ouvre l'album avec une ambiance très sombre, presque prophétique. Un son dance avec des synthés très froids qui décrit un futur pas très joyeux. Quant à Electric Chair, c'est une décharge de funk rock brut de décoffrage, super intense, qui capture une forme de folie. Mais à la base, ça n'avait rien à voir avec Gotham. Alors forcément, avec une création aussi précipitée, quel a été le verdict des critiques ? Eh bien pour beaucoup, le résultat a été une vraie déception. L'album a été vu comme un des points faibles de la discographie de Prince. Le jugement général était vraiment dur. L'idée, c'était que l'album n'était pas à la hauteur de ce que Prince faisait d'habitude. Pour bien comprendre, on va analyser quelques-uns des titres clés. Commençons par les ballades. The Arms of Orion, c'est le grand duo romantique avec Sheena Easton. Il a été pensé pour être le slow de l'album et il est sorti en single avec un succès assez modeste. Mais il a été beaucoup critiqué pour son côté très sirupeux, très sentimental, assez loin de la puissance d'un Purple Rain. L'autre ballade, Scandalous, est plus sensuelle, plus minimaliste et elle a un peu mieux vieilli. Mais à l'époque, elle n'a pas non plus vraiment marqué les esprits. Passons maintenant aux titres funk, qui sont surtout associés au personnage du Joker. Partyman, par exemple, qu'on entend dans la fameuse scène du musée, c'est un morceau funk hyper festif. Il est sorti en single et a bien marché dans les clubs. Mais les critiques ont trouvé sa structure un peu trop simple. C'est la même chose pour Trust, un autre titre très énergique qui illustre les méfaits du Joker, mais qu'on a jugé un peu répétitif, manquant de l'étincelle et de l'innovation habituelle de Prince. Et puis, il y a le cas Bad Dance, une chanson complètement folle. C'est un collage sonore, un mix frénétique d'extraits du film, de riffs de guitare, de rythmes électroniques. Les critiques ont trouvé ça chaotique, presque incompréhensible, mais pour le public, ça a été une véritable révélation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en coulisses, pendant que Prince bricole cet album, il se passe autre chose. Une histoire d'amour intense, passionnelle, qui va avoir des conséquences énormes sur toute la suite de sa carrière. Sa relation avec l'actrice Kim Basinger. Leur histoire, elle a été aussi fulgurante qu'intense. Elle débarque à Minneapolis, elle devient sa muse. Il est tellement fou d'elle qu'il veut absolument qu'elle joue dans son prochain film Graffiti Bridge. Ils enregistrent même des chansons ensemble dans son studio mythique Paisley Park. Sauf que la réalité de la vie avec Prince, c'est de rester enfermé 24 heures sur 24 dans un studio. C'est beaucoup moins glamour qu'Hollywood. Kim Basinger s'ennuie ferme et du jour au lendemain, début 1990, elle fait ses valises et le plaque, le laissant complètement anéanti.
Cette phrase, elle dit tout. Elle révèle le choc des cultures. D'un côté, le monde du cinéma, des paillettes. De l'autre, l'univers de Prince, une bulle de travail quasi monastique, obsessionnelle. Sa seule passion, c'était la musique. Et peu de gens pouvaient supporter cette intensité. Leur rupture, ce n'est donc pas juste une histoire de cœur. Elle va avoir des conséquences artistiques absolument désastreuses. Et pourtant, c'est là toute l'ironie de l'histoire. Malgré les compromis artistiques, malgré les déboires sentimentaux, le résultat dans les bacs est sans appel. L'album est un triomphe, un carton monumental. À ça, il ne faut pas se tromper. Commercialement, l'album Batman, c'est un as de marée. Il se vend par millions. Le single Bad Dance est un tube planétaire. Prince est de nouveau au sommet absolu de la pop mondiale. Le pari est non seulement réussi, il est pulvérisé. Il est redevenu le roi. Ok. Mais alors pourquoi ? Pourquoi avoir fait ce compromis ? Pourquoi ce pacte avec le diable commercial ? La réponse, elle se trouve dans un autre projet, celui qui lui tenait vraiment à cœur. C'est le point essentiel à comprendre. Pour Prince, Batman n'a jamais été le but du jeu. C'était un outil, un cheval de Troie. Tout ce succès, tout cet argent ne devait servir qu'à une seule chose. Forcer la main de la Warner, son studio, pour qu'il finance son vrai projet de rêve, le film Graffiti Bridge, qu'il voyait comme la suite spirituelle de Purple Rain. Et c'est là que le drame personnel vient tout saboter. Le plan de Prince était parfait sur le papier. Avec une star planétaire comme Kim Basinger en tête d'affiche de Graffiti Bridge, le studio ne pouvait rien lui refuser. Mais voilà, quand elle le quitte, tout le château de cartes s'écroule. Il doit trouver une remplaçante en urgence, il se prend plusieurs refus et finit par donner le rôle à Ingrid Chavez, une amie poétesse, mais sans aucune expérience d'actrice. Le projet, que le succès de Batman devait rendre invincible, est soudainement devenu incroyablement fragile. On se retrouve donc face à un paradoxe fascinant. L'album qui a orchestré son plus grand comeback commercial a, en même temps et de manière indirecte, semé les graines de l'un de ses plus gros échecs, le film Graffiti Bridge. Un succès qui portait en lui le germe de la déception à venir. Voilà pour cette histoire incroyable. C'était Karim, merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans l'œuvre fascinante du Kid de Minneapolis. À très vite.